La Chine est en train de devenir ou de redevenir le gendarme de l'Asie. Petit à petit, elle prend ou reprend le contrôle de toute la zone Pacifique. À telle enseigne que l'on parle, en termes géopolitiques, de la nouvelle guerre du Pacifique. Face à face, l'Amérique, première puissance militaire mondiale, pour quelque temps encore, et la Chine, deuxième puissance militaire qui sera, dit-on, la première dans une prochaine décennie. Les spécialistes appellent ça un déplacement d'épicentre. Pendant des années, c'est la zone atlantique qui avait la vedette. À présent, c'est la zone Pacifique qui focalise les tensions et les rivalités entre les deux capitales, Pékin et Washington. Pourquoi ? Mais parce que l'Amérique, en déclin relatif, entend y conserver sa prééminence et parce qu'elle veut à tout prix limiter les ambitions économiques et politiques de la Chine en pleine expansion. Géopolitis s'interroge sur ce double constat du Pacifique, une Amérique qui n'envisage pas d'y perdre sa place et une Chine qui entend y retrouver celle qui, historiquement, était la sienne. On n'a jamais autant parlé de la mer de Chine, une zone où le pouvoir chinois veut faire savoir qu'il est chez lui, que c'est sa zone d'influence, une zone économique de première importance. Prenons un exemple. Un rapport tout récent rédigé par Pékin révèle que dans ces zones maritimes dormiraient quelques 213 milliards de barils de pétrole. En gros, c'est l'équivalent de 80% des réserves de l'Arabie Saoudite. Quant au gaz naturel, les réserves seraient égales à 5 fois celles des États-Unis. On comprend mieux ainsi les enjeux de l'affrontement. En réalité, on parle de deux zones. D'abord, la mer de Chine orientale, entre Taïwan et le Japon, avec ces toutes petites îles devenues célèbres l'été dernier, les îles Senkaku, disent les Japonais, les îles Diaoyu, comme les appellent les Chinois. Confrontation maritime impressionnante, incidents navals, plaintes officielles et réflexes nationalistes exacerbés dans les deux pays. Mais il y a plus au sud, la mer de Chine méridionale avec là encore des îles, des îlots, des atolls, les îles Spratly, Paracel ou l'atoll de Scarborough, bref, des territoires revendiqués par les uns et par les autres. L'Indonésie, le Vietnam, Taïwan, la Malaisie, les Philippines. Tous ces pays dépendent de Pékin pour leur avenir économique. Mais tous font appel à l'autre puissance du Pacifique, l'Amérique, car ils ont plutôt historiquement peur de la Chine, de ses velléités de prépondérance régionale et surtout de sa puissance militaire, telle qu'elle s'affiche par exemple lors des grandes célébrations officielles comme ici le 60e anniversaire de la Révolution. Face à l'empire militaire chinois, voilà donc les Américains qui renforcent leur présence dans le Pacifique et multiplient les partenariats et alliances. La Chine, elle, y voit une attitude hostile. C'est une situation qui peut rappeler les temps de la guerre froide, mais à une grosse différence près. Entre les États-Unis et l'URSS, l'affrontement était d'abord idéologique. Cette fois, entre Washington et Pékin, la confrontation est d'abord et surtout d'ordre économique. C'est fait, la Chine a rejoint le club des rares pays dans le monde à pouvoir compter sur un porte-avions en activité. Le Liaoning, du nom de la province où il a été finalisé, est un bâtiment de 67 000 tonnes. Son baptême, tout récent, dans le port de Dalian, a donné lieu, en présence du président chinois, à une extraordinaire démonstration de force, quand bien même les capacités opérationnelles du porte-avions et surtout de sa flotte aérienne ne sont pas encore au meilleur niveau. Symbolique, donc, cet événement qui avait pour but d'affirmer les ambitions de la Chine. Ambition maritime, avec le lancement d'ici 3 ans de 3 autres porte-avions, fascinante armée chinoise qui comptait en 1949 5,5 millions d'hommes. C'était les débuts de l'armée populaire de libération. Réalisme oblige, les effectifs ont été réduits dans les années 70. On est passé à 4 millions de soldats, puis 3 millions 20 ans plus tard. Actuellement, l'APL mobilise 2 300 000 hommes. C'est la première armée mondiale en effectif. Au niveau technologique, les progrès ont été fulgurants. La Chine dispose d'avions intercepteurs de la 4e génération. On en a plus que la Russie.
Le pays, puissance nucléaire, est équipé d'une défense antiaérienne parmi les plus sophistiquées du monde, sans oublier ce qui donne des migraines tant aux spécialistes russes qu'à leurs collègues américains, sans oublier ces fameuses académies et écoles militaires chinoises qui reprennent à leur compte, en les adaptant aux réalités chinoises, tous les nouveaux concepts militaires étrangers. C'est un choix. Entre l'Atlantique et le Pacifique, les Américains ont opté pour le rééquilibrage. C'est dans le Pacifique que 60% des forces américaines seront bientôt concentrées, contre 50% actuellement, seront concernées par ce repositionnement stratégique, 6 porte-avions, ainsi que la majorité des croiseurs, destroyers et sous-marins. À terme, on pense que 285 bâtiments américains seront présents dans la zone d'ici 2020. Actuellement, les 2/3 des Marines américains sont déjà déployés dans cette région pacifique, notamment au Japon, 40 000 hommes, ou en Corée du Sud, avec 28 000 GIs. Des effectifs qui seront renforcés alors que les dernières forces américaines quittent l'Irak, tandis que d'autres entameront à la fin de cette année leur retrait d'Afghanistan. Par ailleurs, les États-Unis veulent poursuivre et renforcer leur politique de partenariat avec divers pays de la région. C'est le cas avec les alliés traditionnels, le Japon, l'Australie, mais aussi les anciens adversaires, comme le Vietnam. Dernière initiative américaine, développée lors du récent sommet de coopération économique Asie-Pacifique, un projet de zone de libre-échange réunissant 10 pays de la région, totalisant 1/3 du PIB mondial, les États-Unis, l'Australie, le Chili et le Japon, entre autres. Mais pas la Chine.